Tu ne viendras pas au mariage, m'a dit maman froidement. La famille de Sofia ne veut pas de toi là-bas. J'ai lu le message 2 fois, puis encore une fois, les lettres blanches froides sur une bulle grise sur l'écran de mon téléphone. Mon pouce est resté suspendu, immobile, tandis que mon café refroidissait à côté de moi sur la table de la cuisine. C'était toute l'explication. Pas de « je suis désolé », pas de « j'espère que tu comprendras ». Juste cette sentence directe, sans anesthésie, comme si elle annulait un abonnement non désiré. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire te semble intéressante, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Laisse-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. J'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Tu choisis sans hésiter le statut plutôt que le sang. Je l'ai envoyé sans émoji, sans sarcasme, juste la vérité brute flottant dans l'éther numérique entre nous. Puis, sans cligner des yeux, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au compte de planification du mariage. C'était un compte commun que nous gérions entre Sofia, maman et moi, parce que j'étais celui qui s'y connaissait en informatique. Je l'avais créé moi-même avec mon email et mes identifiants, qu'il ne se souvenait même pas avoir utilisés. Je suis allé dans la section des prestataires. J'ai cherché le contrat de la salle de réception, la Hacienda Los Suspiros, ce joyau prétentieux à la périphérie qu'ils avaient dû convaincre Alejandro d'accepter car il trouvait ça trop rustique. L'acompte, une somme considérable, avait été payée par moi, des mois plus tôt, quand la carte de maman avait eu un problème technique au moment de confirmer. Ils n'ont jamais su que j'avais utilisé la mienne. Ils ne savaient pas non plus que cet acompte était techniquement non remboursable. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». J'ai confirmé. L'écran a changé pour afficher une notification d'annulation réussie. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé le mur. Je ne ressentais pas encore de rage, même pas de tristesse, juste une étrange tranquillité, comme si quelque chose en moi s'était déplacé et observait maintenant depuis un autre coin. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Bien sûr, jamais aussi ouvertement, jamais en lettres majuscules. Mais je le sentais toujours dans les regards en coin, les blagues aux dîners familiaux, dans la manière dont ils oubliaient mon anniversaire 3 années de suite en blâmant l'algorithme du chat familial. Dans la manière dont Sofia était devenue la fille parfaite qu'ils avaient toujours voulu, parfaite, sociale, digne d'être exhibée, tandis que moi, eh bien, j'étais juste Ravière, l'utile, le discret, celui qui était toujours disponible. J'ai aidé Sofia à chercher sa boutique de robes. J'ai négocié le premier contrat avec le traiteur Catherine. J'ai trouvé les logements Airbnb pour les invités, cherché cette hacienda de luxe avec vue sur le lac qu'Alejandro avait finalement accepté après avoir rejeté la première option pour être trop simple. J'ai conçu le site Save a Date et les invitations numériques avec mon compte Premium Canva, qu'ils n'ont jamais payé. Ils avaient toujours besoin de quelque chose de moi, jusqu'à ce que je ne leur sois plus utile. Soudain, j'étais devenu un problème. Selon eux, parce que le père d'Alejandro n'aimait pas l'énergie que j'apportais. Peut-être parce que je suis allé à un brunch familial en veste noire ou parce que j'ai demandé où étaient passés les 3000 € du premier paiement à Catherine et que je n'ai pas gardé le silence quand maman a dit « Fais-nous juste confiance ». Ils avaient toujours eu besoin de moi, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin. Et maintenant, ils planifiaient leurs photos de famille parfaite, souriante, filtrée, sans moi. Sans Ravière. Juste les bonnes personnes. J'ai pris une profonde inspiration et ouvert le dossier partagé sur le cloud Planification Mariage Sofia et Alejandro. J'ai parcouru les photos d'inspiration, les contrats, les plannings de fournisseurs que j'avais créés. J'ai commencé à tout supprimer. Un par un. Chaque fichier que j'avais mis. 63 au total. Le dossier est resté presque vide. Je l'ai renommé d'un seul clic, bonne chance sans moi. Je ne l'ai dit à personne. Je n'ai pas averti. Je les ai laissés découvrir la matinée où ils essaieraient de confirmer avec le fleuriste que j'avais contacté. Je les ai laissés paniquer quand le photographe que j'avais négocié n'apparaîtrait pas sur la liste de la salle. Je les ai laissés se demander ce qui s'était passé quand la salle leur enverrait un email. Nous sommes désolés de vous informer que cette réservation a été annulée par le titulaire du compte associé. Ils croyaient que je resterais silencieux, que je sourirais et que j'avalerais encore une fois. Mais ce n'était pas qu'une question de mariage. C'était la fissure finale dans quelque chose qui pourrissait depuis des années. C'était comme s'ils me tendaient des ciseaux et espéraient que je n'ose pas couper le fil qui nous reliait. Ils voulaient que je parte. Vœu exaucé. Sauf qu'ils ne savaient pas que j'emporterais tout avec moi en partant. Et crois-moi, ce n'était que le début. Si vous leur demandez, ils diront toujours que j'ai toujours été le dramatique, celui qui exagérait, celui qui lisait trop entre les lignes.
Mais laissez-moi vous raconter comment je suis devenu ce type-là. Revenons 6 mois en arrière. C'était un vendredi soir. Sofia m'a appelé en pleurant. Alejandro avait perdu son travail. L'appartement qu'il louait au centre-ville avait 3 mois de loyer en retard. Ils avaient essayé de négocier avec le propriétaire, mais il voulait tout l'argent où il déposerait les papiers d'expulsion le lundi. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai transféré 3800 € de mes économies et je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de plus. C'était la 3e fois cette année-là que je l'ai sauvée financièrement. La première fois, c'était quand Père Antonio avait accidentellement retiré trop de son fonds de retraite et avait besoin rapidement de 5000 € pour éviter des pénalités. La 2e fois, c'était quand maman avait oublié que la maison que j'avais louée pour l'enterrement de vie de jeune fille de Sofia était sur ma carte de crédit et qu'ils avaient laissé l'endroit dans un état lamentable. Je gardais des feuilles de calcul, je sauvegardais des captures d'écran, pas parce que je comptais les utiliser, mais parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas fou. Que je n'imaginais pas cette lente hémorragie de mon argent, de mon temps, de mon énergie, vers une famille qui agissait comme si j'étais leur donateur anonyme et silencieux. Mais ce n'était pas seulement l'argent. C'était la manière dont ils me traitaient après que je les aide. Comme un serviteur. Une main invisible dans les coulisses. Père Antonio, un après-midi où je lui réparais l'antenne parabolique sous une tempête, a plaisanté en disant que je devrais me chercher un travail de femme de ménage, puisque je n'étais clairement pas assez homme pour être le soutien de famille. Tout le monde a ri. Même Sofia. Quand je l'ai mentionné plus tard à maman en disant que ça m'avait blessé, elle a dit que j'étais trop sensible. Que Père Antonio était à l'ancienne. À l'ancienne. Cet homme m'avait une fois laissé dehors sous la pluie au lycée parce que j'étais rentré avec un peu de crayon pour les yeux. Oui, peut-être que j'étais trop sensible. Il m'utilisait aussi pour mes compétences techniques. J'étais chargé de réparer tous les ordinateurs familiaux, de configurer leurs nouveaux téléphones, de résoudre leurs problèmes internet à toute heure. J'ai passé tout un week-end à installer un système de caméras de sécurité bon marché que Père Antonio avait trouvé mais ne savait pas faire fonctionner. Bien sûr, je n'ai jamais été payé. C'était de l'aide familiale. Un jour, j'ai donné une idée de petit business en ligne à Sofia. Elle l'a utilisée, elle a eu du succès au début, et elle n'a jamais reconnu que c'était mon idée, la présentant comme la sienne. Mon temps, mes connaissances, mes idées, tout était une ressource familiale gratuite. Quand Sofia s'est fiancée, elle me l'a annoncé en appel vidéo, tandis que maman et Père Antonio étaient assis sur le canapé derrière elle, souriant et applaudissant. Ils avaient aidé Alejandro à planifier sa demande en mariage. Ils étaient même allés avec lui choisir la bague. Moi, je l'ai appris à travers un écran. J'aurais dû voir le schéma. Mais une partie de moi croyait encore que si j'aidais assez, peut-être, juste peut-être, il finirait par me traiter comme si je comptais. J'ai payé la séance photo des fiançailles, 600 €. J'ai construit leur site web de mariage. J'ai créé et imprimé les invitations personnalisées. J'ai payé un acompte important pour la salle de réception parce que la carte de maman ne passait pas, et la mienne si, par hasard. Je construisais leur rêve, brique après brique, en y mettant mon temps et mon argent, tandis qu'en échange, ils me donnaient des tapes dans le dos et m'appelaient le bon gars. Puis, les messages ont commencé. D'abord, des parents éloignés. Tante Clara m'a envoyé un message vague. J'ai entendu dire que tu n'étais pas invité à la cérémonie. Est-ce vrai? Puis oncle Ramon, tu as dit quelque chose au père d'Alejandro? Juste par curiosité. Il semblait que la famille manéuvrait, tâtonnant peut-être, essayant de m'influencer ou de justifier mon exclusion auprès des autres. Tante Carmen, qui a toujours été plus observatrice, m'a envoyé un message énigmatique. Tiens bon, Ravière. Tout n'est pas comme il paraît. Je savais qu'elle voyait une partie de la dynamique, mais elle n'intervenait pas directement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui m'a brisé à l'intérieur, fut la publication sur Facebook. Une photo de Sofia et Alejandro avec mes parents, debout devant la Hacienda Los Suspiros, illuminée de guirlandes lumineuses. La légende disait, tellement fier de notre famille, impatient de célébrer cette journée spéciale entourée des bonnes personnes. Les bonnes personnes. Je n'ai même pas été tagué. J'ai cliqué sur les commentaires. Doña Pilar, la marraine de Sofia, une femme obsédée par les apparences, avait commenté « Quelle famille unie et élégante !» Sofia chérie, tu mérites le meilleur avec des gens qui te valorisent vraiment à tes côtés. Le commentaire m'a poignardé. J'ai lu plus bas. Un ami de Sofia a demandé « Ravière viendra ?» Il était toujours si drôle aux réunions familiales. Et Sofia a répondu « Nous gardons les choses petites. Juste des gens en qui nous avons confiance. Juste des gens en qui nous avons confiance. » Cette phrase a résonné dans ma tête. Après tout ce que j'avais fait, tout ce que je leur avais donné, ils me considéraient comme indigne de confiance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai relu chaque reçu, chaque email, chaque capture d'écran. Chaque fois où il m'avait traité d'égoïste parce que, par exemple, j'avais osé demander un remboursement rapidement. Et je me suis rendu compte d'une chose terrible. J'étais le seul dans cette famille à donner sans rien attendre. Et j'étais le seul à qui on ne donnait rien en retour. À part du mépris voilé et maintenant une exclusion ouverte. Une semaine après cette publication, j'ai reçu un message dans le chat de groupe familial. Salut la famille. Pouvons-nous tous contribuer à la décoration de l'enterrement de vie de jeune fille de Sophia? Ravière, puisque tu es si doué avec les sites web, peux-tu créer une page pour les confirmations de présence? Bisous et câlins. Quel culot! Après m'avoir publiquement traité de personne indigne de confiance, il me demandait un autre service. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, Sophia m'a écrit directement. Peux-tu faire cette petite chose sans être passif-agressif? C'est juste une page stupide. Ce fut l'étincelle finale. Ce n'était plus de l'aide familiale. C'était un ordre, basé sur la présomption que j'étais là pour servir, peu importe comment il me traitait. Alors j'ai fait autre chose. Quelque chose qu'il n'attendait pas. Je suis retourné sur le compte de la salle de réception. J'ai demandé le remboursement de l'acompte de 2500 €. Techniquement, il était non remboursable selon le contrat principal. Mais, par une étrange prémonition ou peut-être par prudence inconsciente, lors du paiement, j'avais ajouté une petite assurance mariage en ligne, une minuscule case à cocher que personne n'avait remarqué en relisant les documents. J'ai soumis la demande de remboursement en invoquant un conflit familial grave et imprévu. Pendant que j'attendais la réponse, j'ai commencé la phase suivante. Je suis allé sur mon compte Canva. J'ai supprimé tous les designs liés au mariage, les invitations, les panneaux de bienvenue, la disposition des tables. C'était comme effacer numériquement un rêve que j'avais aidé à construire. Puis j'ai créé un unique nouveau fichier. Je l'ai intitulé « Demandez à Antonio de réparer ça ». Je l'ai partagé dans le chat familial. C'était un coup direct. Une référence discrète à son problème financier avec la propriété familiale, que je connaissais bien, et qu'il ne pouvait pas résoudre sans mon aide, et que, il y a des années, j'avais protégé légalement. Ce qu'il avait oublié de mentionner. Et là, comme on dit, les choses ont dégénéré. 3 heures plus tard, maman a appelé, hystérique. Que fais-tu, Ravière? Tu sais le scandale que tu es en train de créer? Tu sais comment ça va se voir? Je lui ai répondu calmement. Je sais, maman. C'est pour ça que je le fais. Puis Père Antonio a appelé. Il s'est mis à hurler directement. Tu as toujours été jaloux de Sophia. C'est ça, hein? Tu ne supportes pas que ta sœur ait une vie meilleure que la tienne. Tu es un ingrat. J'ai tenu le téléphone éloigné de mon oreille jusqu'à ce qu'il termine. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Message. Appel bloqué. Sophia a publié une story vague sur Instagram. La trahison vient toujours des plus proches. Puis maman a posté une photo de Sophia en train de pleurer, avec en légende. Rien ne fait plus mal que lorsque ton propre frère essaie de ruiner ton jour spécial. La campagne de dénigrement était lancée. Les gens ont commencé à m'écrire. Des amis, des cousins, des connaissances. Certains demandaient timidement. Ça va. La plupart ne demandaient rien du tout. Ils disaient simplement. Pourquoi ferais-tu ça à Sophia? Pourquoi ruinerais-tu son mariage? Je n'ai répondu à personne. La narration de Ravière, le vilain jaloux, était en train de se cimenter. J'ai reçu le remboursement. 90% de la compte, grâce à l'assurance et à l'honnêteté, ou peut-être à la lourdeur administrative de l'assureur en validant le conflit familial. Puis un paquet est arrivé. Une enveloppe jaune sans expéditeur. À l'intérieur, une série d'impressions d'écran d'un groupe de discussion Demoiselle d'honneur de Sophia et un post-it manuscrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Tu mérites mieux. Parle à Anna. Elle a enregistré. Elle a enregistré? Cela m'a intrigué. Les captures d'écran étaient dévastatrices. Sophia riant dans le chat. On va aussi faire payer Ravière pour le gâteau. Faut juste le flatter un peu, parce que c'est le seul frère. Ça marche toujours. Un autre message de Sophia. Alejandro ne le supporte même pas. Il dit que Ravière lui file des frissons. Lol. Encore un autre. L'adorable ne sera pas à la cérémonie. Je vais m'en assurer. Tu vas voir. Je compris alors que elle a enregistré faisait référence aux notes vocales du chat. Anna. J'ai cherché un peu. Avec l'aide discrète de mon ami Carlos, qui connaissait quelqu'un qui connaissait Anna. Je l'ai trouvée. C'était une ancienne demoiselle d'honneur qui s'était retirée quelques mois auparavant. Nous avons convenu d'une rencontre.
Anna m'a raconté son histoire. Elle avait été amie avec Sofia, mais s'était éloignée en voyant sa manipulation constante, son obsession pour l'argent et le statut. Elle avait été témoin de la façon dont il prévoyait d'exploiter Ravière, de la manière dont il se moquait de lui derrière son dos. Elle-même avait eu un accrochage avec Sofia et Elena à propos d'argent ou d'une faveur importante qui l'avait amené à voir leur vraie nature. Elle avait gardé les captures et les notes vocales parce qu'elle sentait que quelqu'un devait savoir la vérité un jour. Elle avait vu la publication sur les bonnes personnes et mon exclusion, et quelque chose en elle avait fait tilt. Elle avait décidé que je méritais de connaître la vérité. Anna m'a remis les notes vocales originales envoyées dans le chat des demoiselles d'honneur. Les écouter était pire que de lire les captures. Entendre la voix de Sofia, son rire frivole alors qu'elle planifiait de m'exploiter. La voix condescendante d'Alejandro. Ce fut la confirmation finale. Ce n'était pas seulement du mépris, ou de l'argent. C'était une conspiration active pour m'utiliser et ensuite me jeter. Accompagné d'un profond mépris personnel. C'est là que j'ai décidé que le dîner de répétition serait ma scène. Carlos, mon ami loyal, m'a encore aidé. Il m'a mis en contact avec Kristen, une de ses connaissances qui dirigeait une agence de criminalistique numérique. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai donné les captures d'écran et les notes vocales. Son travail, vérifier leur authenticité, s'assurer qu'il n'y ait aucun moyen de dire que c'était faux ou manipulé. Kristen était d'une efficacité froide, sans jugement. Elle a analysé les fichiers et confirmé. 100% authentique. Note vocale originale d'un groupe WhatsApp, avec métadonnées confirmant date, heure et origine. Le dîner de répétition avait lieu à la Hacienda Los Suspiros. Eux, ils appelaient ça du luxe rustique. Moi, j'appelais ça une escroquerie marketing avec du vin trop cher et des guirlandes agrafées aux arbres que j'avais ironiquement aidé à choisir. Je me suis habillé avec calme. Élégant, mais sobre. Je me sentais serein. Concentré. Je n'y allais pas pour la vengeance. J'y allais pour ma libération. Pour démonter leur façade. En route vers la Hacienda, mon téléphone a sonné. C'était maman. Sa voix était tendue, désespérée. Ravière, s'il te plaît, reconsidère. Ne fais pas ça. Ne nous fais pas honte. Pense à la famille, à ce que les gens diront. Ce n'est qu'un mariage. Père Antonio a pris le téléphone. Ravière, ne sois pas idiot. Viens ici tout de suite et arrange ça. Nous sommes ta famille. J'ai raccroché. Leur désespoir ne faisait que renforcer ma détermination. Ils ne pouvaient plus me manipuler. Ils ne pouvaient que supplier et ordonner. Deux outils qui n'avaient plus aucun effet sur moi. Je suis arrivé juste au moment où ils levaient leur verre. Doña Pilar, tout en supériorité, portait un toast. L'union de deux familles si distinguées, l'importance de maintenir les traditions et les valeurs. Je suis entré calmement. Toutes les conversations se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées. Le choc et la panique ont traversé les visages d'Elena, d'Antonio, de Sofia et d'Alejandro. Doña Pilar a froncé les sourcils, visiblement irritée par l'interruption. Tante Carmen, assise au fond, m'a regardé avec un mélange de surprise et de peine. Je suis allé directement au centre de la salle. Pardonnez l'interruption, ai-je dit en frappant doucement un verre avec une cuillère. Le silence était total. Quelqu'un a toussé nerveusement. Sofia me regardait, bouillonnante de rage contenue. J'ai sorti un petit haut-parleur de ma veste et je l'ai posé sur la table principale. Puis j'ai brandi une clé USB. Alejandro s'est levé. Que fais-tu, Ravière? Je l'ai regardé. Je lui ai souri cette fois, une vraie, froide. Je donne exactement ce qui est mérité. J'ai cliqué sur lecture. Le haut-parleur s'est allumé. La voix claire de Sofia. On va aussi faire payer Ravière pour le gâteau. Faut juste le flatter un peu, parce que c'est le seul frère. Ça marche toujours. Le silence s'est brisé. Des bouches ouvertes. Quelqu'un a halté. Un couvert est tombé sur le sol dans un grand bruit métallique. Je n'ai pas bronché. Puis une autre voix, un autre message. Alejandro. Sofia m'a dit que Ravière lui file des frissons. Lol. Je le supporte pas. Alejandro est devenu livide, aussi pâle qu'une feuille. Sofia a sauté vers le haut-parleur. Je me suis interposé. Reste là. Ma voix était ferme, sans appel. Elle s'est arrêtée, tremblante. Puis est venu le dernier extrait. La voix de Sofia, basse et arrogante. Il ne sera pas au mariage. Je vais m'en assurer. Tu vas voir. J'ai mis pause. Je me suis tourné vers l'assemblée. Des visages de choc, de confusion, d'horreur. Des questions.
Ma voix restait calme. Alejandro ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Père Antonio se leva, le visage rouge de colère. Javier, tu crois que c'est approprié? Cette infamie. Assieds-toi, Antonio. Je l'ai interrompu d'une voix que je n'avais jamais utilisée avec lui. Et à ma surprise et à celle de tous, il s'est assis. Je me suis tourné vers Sofia. J'ai dépensé plus de 11 000 € pour ce mariage. J'ai conçu ton site internet. Négocié avec la salle et le traiteur. Payé les acomptes. Je l'ai fait parce que, bêtement, je croyais que ça voulait dire être une famille. Je croyais qu'en aidant à construire ton rêve, je finirais par être vu comme faisant partie de ce rêve. Sofia sanglotait, le mascara coulant sur ses joues. Tu ne comprends pas, Javier. Non, ai-je dit, Théoï, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Tu ne voulais pas d'un frère. Tu voulais un portefeuille. Tu voulais un serviteur personnel. Quelqu'un à utiliser, puis à jeter. J'ai sorti un dossier. Des copies papier, capture d'écran de leur discussion, reçu PayPal, facture que j'avais payée, extrait du chat familial où Sofia m'appelait l'organisateur de mariage gratuit de la famille. Je l'ai étendu à Alejandro. Voici la vérité, Alejandro. Tout est documenté. Chaque dépense. Chaque mensonge. Chaque moquerie. Veux-tu toujours te marier avec elle? Alejandro regardait les papiers, décomposés. Il ne répondit pas. À ce moment-là, quelqu'un se leva du fond de la salle. Une femme à l'air professionnel. Elle portait un badge autour du cou et un téléphone à la main. C'était Kristen. Excusez l'intrusion, dit Kristen d'une voix claire. Je suis Kristen. Javier et moi avons travaillé ensemble sur un projet il y a quelque temps. Je dirige aussi une agence de criminalistique numérique. Elle regarda Sofia et Alejandro. Javier m'a demandé de vérifier ces fichiers pour m'assurer qu'ils n'étaient pas falsifiés. Ces audios sont des notes vocales originales envoyées dans le groupe WhatsApp des demoiselles d'honneur de Sofia. Ils sont 100% authentiques, sans montage, extraits d'une sauvegarde associée à son ancien numéro de téléphone. Et j'ai aussi les métadonnées pour le prouver. La mâchoire de Sofia s'est décrochée. Maman a halté. Père Antonio a hurlé. C'est une mauvaise blague. Kristen a souri. Pas du tout. Et alors, est venu le coup de grâce. Alejandro, toujours sous le choc, s'est tourné vers Sofia, sa voix tremblante de colère et de déception. Tu m'as dit que Javier t'avait menacé, qu'il était instable, que je devais pas l'inviter au mariage. Il tenait les documents imprimés. Tu m'as menti, Sofia. Elle tenta de l'attraper. Alejandro, je voulais juste. Ne me touche pas. Sa voix claqua comme un fouet. La salle explosa. Tante Carmen pleurait ouvertement. Une vieille tante criait d'indignation. Quelqu'un renversa un verre. Mère Elena essayait de parler mais s'étouffait en sanglotant. Doña Pilar criait au scandale et à la honte. Au milieu de tout cela, je restais là, immobile, calme. Regardant s'effondrer tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et de l'exploitation. Quand le chaos atteignit son apogée, je levai la voix une dernière fois. Je ne viendrai pas au mariage. Clair et fort. Vous avez pris cette décision il y a longtemps. Mais maintenant, vous devrez vivre avec. Sans mon argent, sans mon aide et sans mon silence. Je me tournai vers mes parents. Vous m'avez exclu de votre vie quand vous avez réalisé que je ne serais plus votre pantin. Alors aujourd'hui, c'est moi qui coupe définitivement les fils. Et juste au moment où je m'éloignais, Alejandro parla. J'annule. Clair, fort. Sofia hurla. Un son aigu et déchirant qui fendit l'air comme du verre. Tu ne peux pas faire ça ici. Ah bon? Dis-je en me retournant brièvement vers elle. Je crois que c'est déjà fait. Puis je suis parti. Pas de musique dramatique. Pas de ralenti. Juste le son du chaos et des ruines de leur monde derrière moi. Après le dîner de répétition, je n'ai pas conduit directement chez moi. Je n'ai même pas pris l'autoroute. J'ai emprunté une route secondaire vers le nord, vers la Calma. Vers un endroit sans réseau téléphonique. Un mois plus tôt, j'avais signé un bail pour une petite maison dans une partie oubliée de l'État. Un village avec 600 habitants, une seule cafétéria, une station essence. Personne ne se souciait de qui j'étais là-bas. C'était exactement pour ça que je l'avais choisi. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance. Sans adresse de réexpédition. Sans trace numérique. Juste la paix. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai pas allumé mon téléphone. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'ai parlé à personne.
Je suis resté assis sur le porche, un thermos de café noir à la main, écoutant les oiseaux se disputer un territoire qu'ils ne posséderaient jamais vraiment. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais libre. Plus de tension dans mon cou. Plus de culpabilité. Personne pour me demander de l'argent. Personne pour faire semblant de m'aimer juste assez longtemps pour obtenir un virement bancaire. Au 4e jour, je suis allé en ville et je me suis inscrit à quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais eu trop honte de poursuivre. Un cours de conservation d'archives à l'université locale. Histoire. Journaux poussiéreux. Lettres oubliées. J'étais enfin entouré de choses qui gardaient la trace honnêtement. Ici, il n'y avait pas de performance. Pas de manipulation. Pas de devoirs implicites. Je me suis aussi porté volontaire au musée du comté. J'ai aidé à cataloguer des photos des années 1950, à réparer une vieille machine à microfilm. Et pour une fois, je me fichais que personne ne le remarque, parce que c'était à moi. Silencieusement à moi. Les messages ont commencé à apparaître environ une semaine plus tard. Sur mon ancien email Gmail, lié à mon téléphone d'urgence. Je n'ai pas lu les premiers. Mais les objets des messages suffisaient. On peut parler. Tu es allé trop loin. Nous sommes toujours une famille. Puis vinrent les appels bloqués. Des dizaines. Je laissais le téléphone éteint. Ils n'essayaient pas de faire la paix. Ils essayaient de redémarrer le jeu. Ce qui leur faisait peur, ce n'était pas ce que j'avais révélé. C'était mon silence. Ils ne supportaient pas de ne pas savoir ce que j'allais faire ensuite, parce que, pour la première fois, ils n'avaient plus le contrôle. 3 semaines plus tard, une notification judiciaire est arrivée à mon ancien appartement. Apparemment, Père Antonio avait tenté de vendre une partie de la propriété familiale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 2 ans auparavant, après une tentative ratée de sa part d'hypothéquer cette propriété sans mon consentement pour l'un de ses projets commerciaux foireux, j'avais blindé légalement ce bien. Un projet de développement rural qui n'avait jamais vu le jour avait laissé l'acte de propriété bloqué dans un flou juridique. Et en tentant de le vendre, il avait lui-même déclenché une clause légale. Résultat. L'accord s'effondra. L'acheteur se retira. Et il se retrouva sous enquête pour fraude. Pas parce que je l'avais dénoncé, mais simplement parce que je n'avais plus bougé le petit doigt pour le sauver. Je n'ai pas écrit de blog. Je n'ai pas fait d'exposition dramatique sur les réseaux. Je n'ai pas envoyé les captures d'écran dans le groupe familial. Je me suis juste éclipsé. Il n'y a plus eu d'appel pour les anniversaires. Plus de sauvetage financier. Plus de peut-être la prochaine fois. Et c'est cela qui les a vraiment détruits. Parce que les narcissiques ne craignent pas les conséquences. Ils craignent l'irrélevance. Ils craignent un théâtre sans public. Un matin, je suis allé au bureau de poste local. Pas pour des lettres. Juste pour récupérer un petit paquet que j'avais commandé. Derrière moi dans la file, quelqu'un parlait au téléphone et disait quelque chose comme « J'ai entendu dire que le fiancé de Sophia l'a laissé tomber juste avant le mariage, et que son frère a disparu avec tout leur argent. » Je ne me suis pas retourné. Je n'ai jamais publié de déclaration. Je n'ai jamais expliqué quoi que ce soit. Je suis simplement devenu inatteignable. Sans adresse. Sans numéro. Sans accès. Ils croyaient que le silence signifiait faiblesse. Ils n'avaient pas compris que c'était un choix. Une manière de dire adieu. Calmement. Chirurgicalement. Pas avec des mots. Avec une absence. Le genre d'absence qu'on ne peut pas manipuler. Le genre d'absence qui oblige les gens à rester seuls avec le poids de ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent plus me faire culpabiliser. Ils ne peuvent plus m'appeler quand leur loyer est en retard ou quand leur carte de crédit est bloquée. Ils ne peuvent plus faire semblant que tout va bien juste pour obtenir une faveur de plus. Parce qu'il n'y a plus de prochaine fois. Il n'y a plus que. Et une boîte mail qui affiche « Message non reçu ». Vous savez ce qui est drôle? Quand on s'éloigne finalement des gens qui ont construit leur vie sur votre dos. Ils ne s'effondrent pas immédiatement. Ils restent juste là, hébétés, comme si quelqu'un avait coupé le son et qu'il ne trouvait plus le bouton du volume. C'est ce qui s'est passé. Après que tout est brûlé. Après le dîner de répétition. Après les appels. Après le silence. Ils ont continué à croire, au fond, que je reviendrais. Parce que je revenais toujours. Mais cette fois, je ne suis pas revenu. J'ai changé de numéro. Pas juste une nouvelle carte SIM. Un nouvel opérateur. Un nouveau code de pays. Pas de transfert. Pas de message automatique. Juste rien. J'ai fermé le compte bancaire conjoint que Père Antonio avait lié au mien pour des urgences. J'ai redirigé mes relevés vers une boîte numérique privée. J'ai mis à jour mon mandat de protection médicale.
J'ai supprimé tous les noms familiaux. Même le contact d'urgence sur mon permis de conduire, je l'ai changé de maman à personne. Ils ne savent pas où je vis. Ils ne savent pas où je travaille. Ils ne savent même pas si je suis dans le même état, ou dans le même pays. Ou même si je suis encore vivant. Et ça les tue. Il y a un mois, je suis retourné une seule fois. Pas à la maison familiale. Pas à la hacienda du dîner de répétition. Je suis allé jusqu'à la salle de réception du mariage que j'avais annulée. Elle était vide. Abandonnée. Un panneau à louer à vendre pendait de travers sur la porte principale. Un bouquet fané gisait écrasé dans le gravier. Ça semblait juste. J'ai baissé la vitre de ma voiture. L'air sentait la pluie et les regrets. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. Je suis allé jusqu'à la boîte aux lettres près de l'entrée principale. J'ai glissé une petite enveloppe sans expéditeur à l'intérieur. À l'intérieur, une copie imprimée de la dernière facture que j'avais payée pour le mariage. Et un post-it. Il disait « Merci pour rien ». Je ne vérifie plus l'ancien email depuis longtemps. Mais parfois, par curiosité, j'y jette un coup d'œil. Un message non lu. Objet, s'il te plaît, parle-nous. Je ne l'ai pas ouvert. Un autre. Nous ne savons plus qui tu es. Celui-là m'a fait sourire. Parce qu'enfin, ils avaient raison. Je ne suis plus celui qui payait leurs factures à 3 heures du matin. Je ne suis plus leur contact d'urgence. Je ne suis plus leur organisateur de mariage, leur thérapeute gratuit, leur frère invisible ou leur fils coupable. Je suis juste un homme avec une vie différente. Une vie qu'ils ne peuvent pas atteindre. Qu'ils ne peuvent pas salir. Qu'ils ne peuvent pas réécrire. La semaine dernière, j'ai reçu une nouvelle boîte postale en métal. Propre. Avec serrure. L'installateur m'a demandé quel nom je voulais faire graver sur la plaque. J'ai dit. Pas de nom. Juste un message. Alors maintenant, sur un petit rectangle en laiton, juste sous la serrure, il est écrit. Cette boîte n'accepte pas les excuses. Et le silence que j'entends chaque jour maintenant. Ce silence, c'est ma paix.